Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va vous proposer une demi-heure un peu borderline. Voilà, on va le dire comme ça, demi-heure borderline, demi-heure déglinguée. On va démarrer. Le sujet quand même. Alors le sujet, il est très très sérieux, très important. Il prend même des tours dramatiques parfois autour de la légalisation du cannabis. Moi, pardon, mais c'est comme tout le reste. Je pense qu'à un moment, faut. Je ne vais pas dire désacraliser les sujets, mais à un moment, il faut parler à ceux qui font. Voilà, c'est ça finalement, à la limite, ce qu'on fait, Bismart, Sud Radio. Et il y a des entrepreneurs qui travaillent sur ce sujet. Donc voilà, on va en rencontrer un. On va commencer avec le cannabis et puis après, on parlera des influenceurs. On repart, les amis. On repart avec Alexandre Lacarré, qui est avec nous, le PDG de Phytocan. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Stéphane. Mais c'est du cyrillique qui est tatoué. Et je suis désolé, Alexandre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Et j'en ai pas beaucoup des entrepreneurs tatoués. Ah bon. Voilà, faut être franc. Voilà, donc j'en profite. C'est du cyrillique. Oui, c'est du cyrillique, exactement. Et il y a écrit quoi? Alors, généralement, les tatouages, on ne demande pas ce que c'est. C'est comme une femme, on demande rarement son âge. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais comment ça? Mais le cyrillique de mon amour avec, bien sûr, la Russie, les pays ex-URSS, le Kazakhstan. Mon épouse vient du Kazakhstan et donc le cyrillique. Ça alors? Donc, étant une pensée assez privée pour mon époux, je peux malheureusement pas vous dire sur ce plateau, devant tout le monde, comme ça, un peu compliqué. Bon, ouais. Mais j'en ai d'autres, il y en a des plus intéressants, un peu cachés. J'ai deux grosses feuilles de cannabis que mon épouse a dessinées sur les omoplates. On va rentrer tout de suite, parce que, alors, remarquez, vous avez un petit mérite. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait là, notre entrepreneur tatoué? Il est très intéressant, il vient de Suisse. Je vous en remercie d'ailleurs. Il vient de Suisse nous dire qu'il va ouvrir une centaine de magasins, c'est ça en France? Oui, Alexandre? Une centaine de franchises sur le marché français. Voilà. Qui va recruter plus de 1000 personnes pour vendre du cannabis. Alors, pour vendre, et là il faut qu'on rentre dans ce que vous appelez vous-même d'ailleurs la zone grise dans laquelle on évolue. CBD, c'est-à-dire c'est le cannabis qui ne fait pas planer, quoi. Voilà, le cannabis light. Le cannabis light. Exactement. Alors la zone grise, c'est au vu de la loi, notamment sur la France, donc il y a une tolérance jusqu'à un taux de 0,2% de THC. Mais qui THC, c'est la substance... C'est la substance psychotrope. Voilà, j'allais dire aphrodisiaque, vous voyez, avec vos histoires en... On peut dire aphrodisiaque aussi pour certains. Non, je crois que c'est pas sûr que ce soit aphrodisiaque d'ailleurs, psychotrope, voilà. Psychotrope, et donc la loi, il est prévu dans la loi qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il est en dessous de 0,2% de THC. Mais c'est notamment par rapport aux chanvres, enfin pour le textile, c'est-à-dire pour l'isolement ou autre, et le pays de la France est un pays chanvrier depuis longtemps, et pas sur la substance florale. Donc c'est là la zone grise aujourd'hui qu'elle se trouve. Alexandre, si vous ouvrez 100 magasins, si vous recrutez 1000 personnes, c'est que vous jouez le coup d'après. Alors, on n'est pas les premiers. Je veux dire qu'aujourd'hui, non, mais vous jouez le coup d'après sur la légalisation, non? Effectivement, on a de grandes attentes sur la légalisation. Voilà. À un moment, il faut dire ça quand même. Mais je pense pas être le seul. Je pense que beaucoup de Français sont en attente sur la légalisation. Combien de 5 millions, c'est ça? Consommateurs réguliers, on va dire. J'avais noté le chiffre en préparant l'interview, puis je sais plus ce que j'en ai fait. Alors écoutez, moi je suis pas quelqu'un de scolaire, donc je vais pas regarder les rapports, mais sur le terrain, je peux vous dire, en étant quelqu'un sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a effectivement plusieurs millions de consommateurs de cannabis sur la France. Le Français étant, d'après plusieurs recherches, le plus gros consommateur de cannabis au monde. Sans déconner. Donc, effectivement, une légalisation, je pense, serait bienvenue pour bon nombre de personnes. Sans déconner. Non, alors, pour le coup, j'ai lu deux chiffres très sérieux. L'un m'a sidéré. La moitié des gens qui sont en prison aujourd'hui sont en prison pour, alors, plus ou moins trafic. Alors, on prend là-dedans, évidemment, les préventifs. C'est la moitié des gens qui sont en prison. C'est lié au cannabis. C'est quand même, c'est quand même un truc très, très important. Et le deuxième chiffre que j'ai lu, alors ça, c'est peut-être grâce à vous, c'est que, alors je crois que c'est notamment le Portugal qui a légalisé le cannabis le plus tôt en Europe, c'est ça? Alors le Portugal a donné des licences en vue de produire du THC de manière médicale. Ouais. Donc pour vendre ensuite, notamment à des boîtes pharmaceutiques en Allemagne, qui ont des droits de commercialisation sur des produits, mais il n'y a pas de production de THC de manière récréative.
Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de consommer de manière récréative. Et c'est pas comme on l'a vu en Californie avant la légalisation, c'est-à-dire c'était pour raison médicale, mais enfin vous aviez des cahutes le long de la plage et vous aviez le médecin qui vous signait le truc au moment d'acheter le... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus avancés que chez nous. Bref, j'ai vu dans les pays où ça a été légalisé, des formes d'expérience maintenant depuis quelques années, où en fait il y a une baisse de la consommation chez les jeunes gens, ce qui est le sujet en fait quand on discute de cette légalisation. C'est des éléments que vous avez en tête? Moi, en fait, je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire que tout le monde s'interroge, s'inquiète d'une légalisation. Quand vous dites justement, la plupart des gens en prison sont en prison pour des faits de stupéfiants de cannabis. Encore une fois, ça souligne bien la demande de cannabis sur la France. Ouais. Mais vous prenez par exemple l'Allemagne. On prend la route. Les accidents sur la route sont très importants. C'est quelque chose en France, il y a énormément d'accidents et de morts par année. Absolument, on est encore à 3. L'Allemagne, on peut rouler de manière sans limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute. L'Allemagne est aujourd'hui le pays où il y a le moins de morts sur la route en Europe. Mais c'est quoi le rapport? Ça explique bien que c'est pas parce que quelque chose est permis ou légalisé que forcément il va y avoir des débauches. Ça permet aussi des fois de cadrer les choses. C'est pas parce que le cannabis va être légalisé, pourrait être légalisé en France, qu'il va y avoir plus de consommateurs ou moins de consommateurs. Chiffre d'affaires potentiel, ça c'est à vous le... Il y avait 2 chiffres d'ailleurs, mais chiffre d'affaires potentiel de 115 milliards d'euros sur l'Europe, c'est ça le chiffre que vous avez en tête? C'était dans le dossier de presse que diffuse votre entreprise Phytocan? Alors écoutez, j'ai pas regardé très honnêtement le dossier de presse. Mais moi ça m'intéresse, 115 milliards d'euros. Alors c'est compliqué à donner des chiffres exacts aujourd'hui parce qu'on est en pleine expansion. Il faut savoir que l'Europe, il y a différentes législations. La France a son point de vue. Le Luxembourg a légalisé et taxé le CBD comme produit à fumer. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Mais si on doit dire le marché du CBD sur l'Europe, oui, pourrait représenter plusieurs, même centaines de milliards d'euros à terme sur les 5-10 prochaines années. Mais là, vous prenez tout, vous prenez le THC aussi, c'est pas non, je ne prends pas le THC, rien que sur le CBD. Rien que sur le CBD. Un cannabinoïde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes. Il y a des gens qui ont la possibilité de fumer du THC, mais qui consomment du CBD parce qu'ils ne veulent plus les effets du THC. Et c'est quoi c'est apaisant, c'est ça le CBD? Alors il y a des personnes qui trouvent un effet apaisant, d'autres qui le font pour le plaisir du goût et de l'arôme parce qu'ils ne veulent pas fumer du tabac, et d'autres aussi, beaucoup notamment en Suisse, parce que c'est légal de le fumer depuis maintenant plusieurs années. Beaucoup de gens trouvent dans le CBD le moyen de se sevrer du THC aussi. Oui, voilà, c'est ça, il y a une histoire comme ça. Non, moi je pense juste, là on est en train de nous raconter taxe GAFA et tout ça machin. Moi je fais une petite règle de 3 simple, 115 milliards d'euros, c'est 20 milliards de recettes pour les États, voilà, plus de 20 milliards d'euros de recettes pour les États. Ça serait d'énormes recettes. Vous pouvez le taxer à 20% à TVA, ça va. La Luxembourg aujourd'hui taxe à 52%. De TVA? Oui. Non, mais ils n'ont pas le droit, non? Ah oui, toute taxe comprise, parce que 52, ils n'ont pas le droit. Toute taxe comprise, je crois que sur le produit du CBD, c'est 52%. Le maximum européen est à 25, on peut le mettre à 25, voilà. Bon, alors, restons sur ce réseau-là de centaines de magasins en France. Donc, si on reste sur le CBD, c'est quoi le potentiel? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va décoller et dont vous pensez que ça peut avoir le potentiel qu'ont aujourd'hui... Les petites machines à fumer de la vapeur là qu'on voit absolument partout. Les vapoteuses. Voilà, les vapoteuses et les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une transformation finalement de nos usages. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un effet de mode au départ, mais nous on l'a constaté sur la Suisse parce que le fumer du CBD est légal depuis plusieurs années, comme je vous ai dit, et on a pu voir justement quelle est la clientèle, comment ça se passe. Il y a des gens qui maintenant fument de manière quotidienne, comme je vous ai dit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années, dans différentes applications, que ça soit dans de la nourriture, que ça soit dans des boissons, que ça soit à fumer des fleurs, ou que ça soit des huiles. Beaucoup de personnes âgées qui préfèrent ingérer du CBD par l'huile qui aide à dormir. Il y a énormément de recherches. De l'huile de quoi on se masse? De l'huile de CBD, c'est-à-dire que de l'huile. Mais comment on C'est dans des fioles. C'est dans des fioles. On met 3-4 gouttes, on prend quelques gouttes, on les met sous la langue. D'accord. Pour certains, ça aide à dormir. On n'a pas trop le droit aujourd'hui de vanter les mérites du CBD, mais en tout cas. Oui, c'est ça. C'est toujours cette zone grise. C'est toujours cette zone grise. Voilà. Vous voyez, des fleurs, on n'a pas le droit de dire qu'elles sont infumées, elles sont infusées. Donc quand en Suisse, on vend dans des magasins de tabac des joints pré-roulés, et ben en France, on va les appeler des infustiques, parce qu'on va prendre le joint pré-roulé, on va le mettre dans la tasse et puis on va infuser. Voilà. Et c'est fort dommage.
C'est d'où, je pense, l'hypocrisie un petit peu du gouvernement français aujourd'hui. C'est un gros sujet. Le gouvernement doit être quand même à l'écoute aussi de son peuple et il y a les choses doivent bouger. Alexandre, vous le savez très bien d'ailleurs, je pense que vous regardez ça d'assez près, c'est compliqué parce que vous vous rendez bien compte que ce sujet en fait est otage de tout un tas d'autres sujets périphériques. Effectivement. Voilà. C'est une sorte de totem et on greffe énormément de choses il y a une crainte, qui n'ont rien à voir avec... Je pense qu'il y a une crainte aussi d'ouvrir la boîte de Pandore. On parle de cannabis, on ne fait pas vraiment aujourd'hui de différence en France entre le THC et le CBD. Non, mais vous-même, vous jouez sur l'ambiguïté quand même, on est d'accord. Quand vous faites sur votre site internet « Gagne ton poids en weed », le jeu le plus fumant de l'année, oui. Me dites pas que vous jouez pas sur l'ambiguïté entre CBD et THC quand même. Alors non, pas du tout, parce que si vous regardez un produit, moi je vous amène une fleur de CBD, une fleur de CBD, une fleur de THC, si vous la fumez pas, pour certaines qualités, vous ferez aucune différence, ni à l'odeur, ni à l'aspect, ni au goût. D'où l'ambiguïté sur laquelle vous jouez aujourd'hui. C'est pas une critique, hein, alors, Alexandre. Mais parce que les gens, non, parce que chez nous, les gens la fument. Ouais. Donc gagne ton poids en weed, que ça soit de la weed de CBD ou de la weed de THC, ça reprend le mot weed. Ça s'appelle toujours de la weed. Mais vous pouvez me parler aussi d'ambiguïté quand je dis 1000 dealers légaux. Ah ouais, ça. Alors voilà. Alors ça c'est plus que de l'ambiguïté. Alors ça, je l'ai pas dit. Je vais vous dire pourquoi, Alexandre. J'ai trouvé ça naze. Ok. Ah, et très franchement. Bah donnez-moi une bonne raison. Ah ben parce que soit ils sont légaux, soit c'est des dealers. Mais franchement, alors là, pour le coup, autant j'adore jouer sur l'ambiguïté, la ligne de crête, mais effectivement, quand vous dites 1000 dealers légaux, le gars va dire non mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Je fais un vrai job ou je fais pas un vrai job? C'est une interprétation. C'est-à-dire que dealer, à la base, c'est un mot anglais. Quand on dit frigo ou quand on dit jeans, c'est un mot anglais. C'est un vendeur. Mais c'est parce que c'est dans la tête des gens. C'est-à-dire que nous, quand on dit... Oui, mais parce que dealer, quand on va vendre des pochons de CBD, c'est qu'on est un dealer légal. On est un dealer légal. Alexandre, le langage, c'est un émetteur et c'est un récepteur. Celui qui prononce un mot ne peut pas s'affranchir de la façon dont son mot va être reçu. Et d'ailleurs, si vous dites dealer légaux, c'est bien que vous savez très bien l'effet que ça fait. J'ai bien dit légaux. Eh ben oui, légaux. Bah oui. Bon, mais donc, brisons-là. Je voulais pas employer justement là parce que... Mais il n'y a pas de problème. Respect pour les entrepreneurs. Mais on est bien d'accord, c'est des vrais jobs que vous proposez. Non, c'est des vrais emplois. Voilà. C'est des vrais emplois. Alors pour vous, je vais peut-être dire commerciaux. On va dire commerciaux, ambassadeurs. Mais bien sûr. Non, ambassadeurs, mais des commerciaux. Des commerciaux. Voilà, bien sûr. Commerciaux. Ben oui, quand même. Ah oui. Vive les vendeurs. Moi j'ai un slogan, c'est vive les vendeurs. Nous on adore les vendeurs. Voilà. Je suis vendeur dans l'âme aussi, hein. Pour faire ce business, faut être vendeur quand même. Puis ça, je le confirme. Hein. Non, mais les vendeurs sont indispensables au miracle de l'économie. Tu vois, ça c'est indispensable. À la fin, il faut qu'il y ait un gars qui ait la force de conviction pour que vous sortiez la carte bleue et que vous dites OK. Bon, et puis il faut pas être très bon vendeur pour vendre de la CBD. Il y a tellement de demandes que c'est pas compliqué. C'est vrai, c'est ça. Il y a pas besoin de et savoir. Et donc finalement, nous, on se refuse une sorte parce que alors vous la cultivez en Suisse, hein, oui. C'est ça, voilà. Oui. Vous pouvez pas la cultiver en France, même quand c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'importer et je crois que vous dites même que même les douanes des fois vous refusent des importations alors qu'elles n'ont pas le droit de vous les refuser. Vous pourriez pas la cultiver en France ou vous allez pouvoir la problématique de cultiver sur la France, comme je vous ai dit, la zone grise, c'est la tolérance par rapport à un produit à 0,2% de THC, voilà, mais sur du comment on appelle ça, sur du textile, enfin pas sur de la florale, pas sur le produit floral. Pas sur ce qu'on fume ou ce qu'on met dans les infusions. Pas sur la production florale. Ce qui n'est pas le cas sur l'Union européenne suite au cas de Canavape. Maintenant, le problématique, c'est aussi les génétiques, parce qu'on va trouver des génétiques stables qui vont aller jusqu'à moins d'1% de THC, comme c'est le cas chez nous, mais en dessous de 0,2, c'est très compliqué. D'où pour nous, pour distribuer en Europe, nous avons besoin de rabaisser le taux de THC et de faire des extractions sur les fleurs en vue de rabaisser les taux de THC et rabaisser le taux de CBD aussi par la même occasion. Bon. Écoutez, on va suivre ça, hein. C'est très intéressant. Il y aura un petit... Enfin, c'est Phytocan, c'est-à-dire les magasins que vous allez Phytocan. ouvrir. Et les magasins que vous allez ouvrir sous la marque Phytocan. Sous la marque Phytocan. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs marques, on a 8 marques, mais ça sera sous le groupe Phytocan. Alexandre Lacarré était notre invité sur Bismart. On termine les amis, on termine avec Ruben Cohen qui est avec nous. Bonjour Ruben. Bonjour Stéphane. Ruben, il est rentré dans ce studio et il a fait une story, c'est ça? Exactement, une story. Une story. Une story. Parce que tout se vit en fait à travers des stories. Exactement. Tout se vit à travers des réseaux sociaux, tout se vit à travers des posts, des messages, c'est ça. Oui, en 2021, c'est ça. Tout se vit, alors pas tout, mais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. Ruben Cohen, il est cofondateur de Follow. Exactement. FO2L-OW. Parfait. Agence d'influenceurs. On va en parler, Ruben, mais il se trouve que il y a quelques heures à peine, j'ai discuté avec un spécialiste du cerveau. Ouais. On parlait ressources humaines. Et je lui disais, il y a un truc qui est dingue. Par exemple, je vais préparer l'interview de Ruben. D'accord. Ça va me prendre
une demi-heure, j'ai une demi-heure de concentration. Voilà. Et pourtant, je sais, moi, là, 56 ans, que cette demi-heure, je ne vais pas résister à l'interrompre d'une série de sollicitations que vous m'envoyez, Twitter, LinkedIn, les mails, les trucs, les machins, les bidules. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que moi, étant conscient de ça, étant conscient que ça me fait perdre du temps, c'est pire que perdre du temps d'ailleurs, l'interview, je vais moins bien la préparer, pourquoi est-ce que je ne résiste pas et je n'ai pas assez de volonté pour résister à ces stimulations des réseaux sociaux? Et il m'a répondu, parce qu'ils sont plus forts que vous. Ah bah oui, mais vous parliez de data, c'est ça, hein. Ils ont réussi à rentrer dans votre cerveau. C'est ça. Oui, mais je ne vais pas vous dire que c'est exactement pareil, mais les publicités d'avant, même d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on les regardait. On savait que c'était des acteurs qui jouaient, mais on la regardait juste au bout. Il me dit, il joue sur l'ego. Oui. C'est-à-dire que la sollicitation, vous savez sans même la voir qu'elle va parler de vous. Exactement. Et il me dit, il joue sur fear of missing out, c'est-à-dire votre groupe, votre réseau, etc. Il s'y passe quelque chose. Ouais. Et vous ne pouvez pas rester même une demi-heure sans savoir ce qui s'y passe. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais et c'est là-dessus que vous jouez. C'est là-dessus qu'on joue. Alors, c'est vrai que l'interview d'avant, c'était beaucoup axé sur la data. C'est hyper intéressant, on peut raconter beaucoup de choses, notamment ce que vous venez de dire sur le fait que grâce à des algorithmes, ils arrivent à rentrer dans votre tête et faire en sorte que vous devenez accro à votre smartphone, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, Stéphane, vous êtes un influenceur. Vous êtes un influenceur, vous avez une communauté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce qu'un influenceur au final ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous êtes journaliste, vous avez une communauté, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, c'est des gens qui vous écoutent et qui vous regardent. Et en fait, si vous voulez, tout ça joue. Alors ça m'intéresse, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Je ne crois pas que j'influence qui que ce soit, Ruben. Ça les intéresse. Vous m'influencez. Non, je vous intéresse. Mais je parle au... bien sûr, il y a une différence entre vous intéresser et vous influencer. Alors... C'est vraiment le vif du sujet parce que c'est vrai que c'est une autre catégorie d'influenceurs, mais on va parler d'influenceurs industriels, d'influenceurs B2B. Aujourd'hui, pour moi, et je pense pour beaucoup de monde, vous êtes un influenceur B2B sans même le savoir, sans même le vouloir. Parce que vous allez, en fonction du parcours que vous avez fait, en fonction de votre métier, de votre expérience, vous allez forcément influencer votre communauté qui vous suit au quotidien et vous allez avoir des avis sur des sujets. Vous allez, je vais même vous dire aujourd'hui, vous avez une veste de costume grise. Certains hommes vont vous voir et c'est vrai, c'est un fait. Et ils vont aimer la manière dont vous la portez et vont se dire. Ah non, les mecs, non, pas sur ce terrain-là. Allez, pas sur ce terrain-là, les gars, c'est pas possible. Non, je vous assure. Non, c'est toujours la même. J'en ai trois les mêmes et les chemises, c'est toujours les mêmes. J'en ai trois les mêmes. C'est très beau, mais en fait, finalement, l'influence, c'est ça. C'est que sans le vouloir. Made in France, Limoges. Voilà, on peut en faire la pub. Ah bah oui. Ah bah oui, absolument. Mais en fait, je vais vous dire, c'est aujourd'hui l'influence de 2021, c'est ça. C'est plus mettre en avant de manière évidente un produit avec un code promo, parce que c'est vrai que beaucoup ont cette image en tête. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, c'est une influence naturelle où on va parfaitement intégrer le produit, où on va parfaitement intégrer le service, peu importe de quoi on parle. Mais au final, c'est ça. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, vous, sans le vouloir, vous influencez les gens. Alors attends, on est au cœur du sujet parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais on va parler quand même des vrais influenceurs. Bien sûr. Follow, c'est 25 influenceurs aujourd'hui avec lesquels vous travaillez en exclusivité, c'est ça? Ouais, c'est 35 aujourd'hui parce que tous les mois, tout augmente. Voilà, tout augmente. C'est 500 influenceurs en partnership. C'est récemment une annonce avec l'association stratégique European Digital Group avec Vincent Klingbeil que vous avez reçu. Qui est venu nous voir parce que cette histoire me passionne, évidemment. Et c'était d'ailleurs votre interview très passionnante. C'est les nouveaux territoires de l'information. C'est exact. Voilà, il faut y aller. C'est ça. Et Vincent Klingbeil et son équipe nous accompagnent depuis 4 mois. Quand tu dis influenceurs en exclusivité, c'est-à-dire pour toi, tu gères leur carrière comme on gère, parce que d'ailleurs vous parlez de talent, vous parlez de construction de carrière, comme des acteurs et des chanteurs. Vous l'avez vu 10%? Oui, bah bien sûr. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, dans l'influence. Dans l'influence. Bon alors. D'abord, comment on les détecte? C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment, vous dites, lui est influenceur? Alors ça a forcément changé parce que quand on a démarré, on était vraiment, on était en demande. Il fallait absolument qu'on manage des talents. C'est comme ça qu'on a démarré, avec mes 3 associés dans un 15 mètres carrés, avec 2 ordinateurs, avec 1 700 € chacun. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, donc c'était vraiment, ça a démarré comme ça et il fallait trouver un talent. Donc on était demandeurs, nous follow. On a commencé avec un talent qui s'appelle Maya Adorable, avec qui on a commencé. Maya Adorable. Exactement. Qui avait 70 000 followers sur Instagram. Et on a commencé parce que... Et elle influence sur quoi, Maya Adorable? Alors elle, ça va être beaucoup la mode. Et c'est un lifestyle. Elle va nous partager sa vie et elle va nous influencer sur
tout type de sujet. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Et on a commencé avec elle parce que sa ligne éditoriale, parce qu'on va parler de ligne éditoriale aussi dans l'influence, mais bien sûr. va nous intéresser. Donc on a collaboré avec elle il y a maintenant 5 ans puisqu'elle a démarré et aujourd'hui elle a près d'1 million de followers et en fait si vous voulez on va gérer tout de A jusqu'à Z. Je peux vous demander le chiffre d'affaires d'un influenceur comme Maya Adorable Non, d'un influenceur, c'est beaucoup trop variable, et surtout que au fil du temps, ça a évolué, donc j'ai pas son chiffre exact. Je croyais que vous parliez de follow, mais un influenceur macro, parce qu'on parlera après de différents un influenceur types, macro, peut gagner entre 5 000 et 30 000 euros par mois. C'est pas non plus phénoménal. Non. Alors, à bien distinguer. Je suis presque un peu déçu, en fait. Non, mais alors, attention. Il y a 2 catégories aujourd'hui sur le marché de l'influence. Il faut vraiment bien qu'on distingue parce que je sais qu'il y a eu un certain buzz autour d'une affaire. C'était autour de la télé-réalité. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes secteurs de l'influence. Sur la télé-réalité, il y avait à avoir des montants beaucoup plus gros. Certains ont entendu parler de 300 000 euros avec une influenceuse qui vivait à Dubaï. C'est un autre business model. C'est d'autres types de produits qui sont. Et pourquoi? C'est quoi la différence? En fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous, on donne aucun salaire à nos influenceurs. Il n'y a pas de fixe. On va contrôler tous les produits. Et c'est là où, quand je vous parle de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a une étude minutieuse sur le type de produit qu'on va recommander à la communauté. C'est quand même très important. Mais évidemment. Vous avez dû sûrement... Et alors, attends, mais non, mais c'est la question que je voulais poser, c'est-à-dire, alors, restons avec Maya Adorable. Donc, Oui. elle connaît la mode, etc. Elle Exactement. adore ça, elle est passionnée. Bon, c'est elle qui va choisir et qui va dire, je veux faire la promotion de ce truc-là, va voir la boîte et faisons-en un contrat. Ou c'est dans l'autre sens que ça se passe? Très bonne question. Et ça va vraiment sur les 2 sens. Ça peut être sur les 2 sens. Mais il faut qu'elle l'aime quand même, ce produit Maya Adorable. Il n'y a pas le choix. Sinon, c'est compliqué. Alors après, sinon, c'est de la pub. Sinon, c'est de la pub, exactement. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup moins authentique. Et nous, par exemple, chez Follow, notre critère principal, ça va être l'authenticité. Si l'influenceur n'aime pas le produit, il ne saura pas le vendre et le mettre en avant. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça, parce que vous avez démarré il y a 5 ans, et moi, je me souviens très bien, il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans, on va dire, la première crise des influenceurs. Je me souviens très bien de L'Oréal à un moment disant « Non mais dites donc les gars, là, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire totalement fourvoyer sur des chiffres de vues qui sont bidonnés, des chiffres de followers qui sont bidonnés, etc. etc. Mais c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire ce métier. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il fallait contrôler ce marché de l'influence parce que vous parliez de data tout à l'heure. On est capable de fournir des datas, on est capable de fournir des chiffres qui parlent énormément aux annonceurs. Et un influenceur qui recommande tout bêtement un produit en le mettant en avant avec un code promo, c'est vrai que L'Oréal, quand s'est rendu compte de ça, ils se sont dit attendez, là ça va plus. Ça s'appelle du téléachat finalement. Ça s'appelle du téléachat. Mais bon, le téléachat marche quand même très très bien. Mais moi j'aime tous les vendeurs du monde. Sur une autre cible, mais le téléachat. Absolument. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est pas la même chose, on est d'accord. Non, c'est pas la même chose parce qu'encore une fois, sur un téléachat, on va prendre des produits et de manière brute, on va les mettre en avant. C'est un système qui marche très très bien sur une cible particulière. Là, c'est plus, on va raconter une histoire autour de quelque chose. C'est ça au final le métier de Follow. Nous, on va exercer 3 choses pour vous raconter nos 3 expertises. On va être manager d'influenceurs, agent d'influenceurs, c'est la première expertise. C'est comme ça qu'on est né. La deuxième expertise, c'est qu'on va accompagner les marques. On va servir de ça, le fait de connaître parfaitement le marché des influenceurs, pour accompagner les marques et leur proposer des stratégies. Donc quand je vous parlais d'authenticité, d'histoire, c'est ça qu'on va proposer aux marques, comme on a pu le faire avec des marques comme Samsung récemment ou avec même Célio. On a fait une campagne B2B Célio avec Célio qu'on est en train le retour des années 90, dites donc. Le retour des années 90. Vintage. Ouais, très vintage, mais on vient de faire une campagne sur LinkedIn. Donc on parlait Mais oui, mais alors prends-moi l'exemple de Célio. La différence avec la pub, c'est quoi? C'est que tu as un influenceur qui va être super content de porter des pantalons Célio. Justement, avec Célio, c'est une autre stratégie. Ah ben oui. Donc, tu sais quoi, quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune à un moment, un gars qui était pas très très bien habillé, on disait, toi, t'es mannequin chez Célio. Donc, il y a quand même une image dans les années 90 qui est pas super top pour Célio, quand même. Oui, mais alors, c'est exactement le même challenge avec Jennifer. Et vous avez dû entendre la même chose avec Jennifer. Le patron de Buzzman est venu ici nous raconter Jennifer. Ils ont fait. Alors, on a travaillé justement avec Mohamed Cherif et Sébastien Bismuth. Et ils ont travaillé sur une refonte totale de marque. Et nous, on a accompagné Jennifer, pareil, sur ce challenge-là, qui était de reprendre tout de A à Z. Mais donc, encore une fois, il faut qu'à un moment, tu t'es l'influenceur qui soit d'accord, qui ait cette authenticité que tu décris. Totalement. C'est notre métier, nous, de détecter les influenceurs. Avec lui, ça va marcher. Exactement. Avec lui, ça va marcher. Lui, il va aimer. On le connaît très bien. Il vient en coloc avec 2 amis. Et ça va jusqu'à là, en fait. C'est rentrer dans la vie de l'influenceur pour être sûr que ce qu'on va lui proposer, ça emboîte parfaitement avec son lifestyle, son mode de vie. Et que ça fasse pas tâche
Ouais, c'est ça. Et c'est là où ça ne marche pas. Ouais. Micro-influenceurs. Alors, tu me disais, il y a les macros et les micros. Alors, il y a les macros et les micros. Les macros, c'est les influenceurs qui vont avoir une communauté de plus de 300, 400 000 followers. Et les micros, c'est ceux qui vont être en dessous, c'est les plus petits influenceurs qui vont avoir 5 000, parce que j'allais me prendre comme exemple, moi aujourd'hui j'ai 5 000, 7 000 followers sur Instagram, je suis nano-influenceur. Donc c'est encore plus petit que micro, mais vous rigolez, mais ça marche très bien. Mais j'ai pas de doute. Et pourquoi ? Et je vais vous dire, parce que le taux d'engagement est très important. Mais ouais. C'est-à-dire que si demain, moi là j'ai fait une story en arrivant Bismart, Ouais. et j'ai eu des retours. Génial. Parce mais que je suis ravi, moi. mais C'est parce pour que ça que je vous invite. c'est très bien. Et tu vois, Alors, le truc, voilà. Vous allez m'inviter plus souvent. Alors. Mais voilà, absolument. Non mais alors les gens m'ont posé la question parce que je suis pas habitué à faire des stories Mais ouais, de puis c'est promotion. quoi Bismart, Exactement. d'où ça sort, C'est quoi qu'est-ce que Bismart? c'est que ce Qu'est-ce que tu vas y truc faire? Qui va te présenter? Quel est le journaliste? Voilà. C'est là où je me suis mis à parler de vous, de votre veste de costume. Mais exactement. Le gars est un peu ringard, mais en fait, il est vachement sympa, etc. Mais donc c'est ça la nano-influence. Donc il y a la nano, il y a la micro, et il y a la macro. C'est les influenceurs qui ont une énorme communauté, qui ont réussi à fédérer des communautés monstrueuses, où ils vont réussir à impacter sur les chiffres, impacter sur les ventes, etc. Bon, c'est la communication des marques de l'avenir, c'est-à-dire il faut qu'elles se disent, parce que là, les entreprises qui t'écoutent, qui te regardent et Bien tout, sûr. c'est très sympa, machin, mais il faut qu'elles y viennent d'une manière ou d'une autre. Alors je pense Que Samsung, ça m'impressionne quand même, tu vois. Samsung, ouais, c'est assez dingue. La marque, elle n'a pas besoin de notoriété, quoi. Bah, c'est ça qui est fou, Elle en a fait. des sacrés canaux pour promouvoir ses... C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, l'influence, ça a permis beaucoup de choses pour les marques. Et effectivement, on est en 2021. Si vous n'êtes pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas ultra présent, c'est quand même préjudiciable pour votre marque. Il faut commencer doucement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'influence, c'est un canal qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves, sur lequel vous pouvez raconter de très 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 belles histoires. Et nous, Follow, on vous y accompagne. On peut même parler de Bismart. On peut même parler de Bismart. Ruben Cohen, allez, le cofondateur de Follow, qui était notre Merci invité beaucoup, sur Bismart. Et les amis, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, ouais, on va souffler un petit peu ensemble. Ruben Cohen, le cofondateur de Follow sur Sud Radio. On se retrouve bientôt. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.